Bonjour à toutes et bonjour à tous, strippers improvisés et as du volant ou de la gâchette. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi, c'est Romain, ou Menro, sur les réseaux sociaux, et à mes côtés, aujourd'hui, je retrouve, et comme chaque semaine, c'est un peu notre go-go dancer à nous, Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur de Originals. Ouais, alors go-go dancer, et puis alors pour ce numéro en particulier, j'ai de quoi faire l'hélico, parce que il s'est passé quelque chose de très particulier, on va vous en parler dans quelques minutes, on est très contents en tout cas. Effectivement, une émission un peu particulière, tu le dis, puisque nous avons été conviés par Prime Video pour la sortie de la saison 2 de Escort Boys. Et Gauthier, donc tu as pu rencontrer le comédien, scénariste et réalisateur Ruben Alves qui chapeaute le projet. Oui, il chapeaute le projet et effectivement il est comédien. Alors il joue pas dans cette série en particulier, mais souvenez-vous, La Cage Dorée avait fait plus d'1 million d'entrées, c'était en 2013. Ensuite, il était revenu au cinéma avec un film qui s'appelait Miss. Et maintenant, il chapeaute cette série, Escort Boys. Et il nous a fait le plaisir de répondre à nos questions. Alors vous l'avez compris, hein, le gros plan de la semaine sera donc sur Escort Boys, une comédie dramatique créée donc par Ruben Alves, qui est sortie en décembre 2023 et qui est de retour cette semaine, enfin la semaine prochaine exactement, sur Prime Video. On enchaînera évidemment avec la rubrique Ne cherchez plus, avec toujours une reco de Gauthier. Et de quoi tu veux nous parler, Gauthier, aujourd'hui ? Je veux vous parler de Balles perdues parce que c'est une trilogie qui est sur Netflix avec Alban Lenoir dans le premier rôle. Je croyais que c'était des nanars et j'ai été très très surpris par ce que j'ai vu. Donc je voulais le partager avec vous. On sera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine et vous pourrez retrouver en toute fin d'émission l'interview originale de notre invité Ruben Alves. Vous écoutez Originals, l'émission 100% plateforme en partenariat avec Cinématiseur, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Comment relancer l'économie agricole en milieu rural, peut-être en se mettant à poil. C'est presque le scénario d'Escort Boys, la série de Ruben Alves, qui revient ce mois-ci sur Prime Video pour une saison 2. Vous avez pris la bonne décision. Putain, on l'a fait. Vous l'avez dit ou pas? Nous sommes si fiers aujourd'hui d'inaugurer la construction de la franchise Hydromélie dans toute la région. Vous nous aviez jamais parlé d'un projet pour toute la région. Si vous voulez qu'on s'arrête là, je vous laisse me faire une proposition de rachat de mon investissement. On va faire ce qu'on sait faire. Vous me faites confiance? On est ensemble. Est-ce que quelqu'un a une meilleure solution à proposer ? Alors l'histoire, elle se déroule en Camargue où 4 amis en difficulté financière décident de créer un service d'escorte masculin pour sauver leur exploitation apicole familiale. Guidés par la jeune sœur de l'un d'eux, ils découvrent un univers qui bouleverse leur perception de la masculinité, de la sexualité et des relations hommes-femmes. Alors, évidemment, Gauthier, on l'a dit, tu as pu rencontrer le créateur de la série Ruben Alves. On remercie d'ailleurs Prime Video pour cette opportunité. Comment ça s'est passé ? Et écoute, ça s'est extrêmement bien passé. Donc c'était un press junket, donc c'est des interviews qui se passent dans des chambres d'hôtel et qui sont timées, donc on peut pas dépasser d'une minute le temps imparti, mais quand même le temps imparti était très généreux, donc on remercie d'autant plus Prime Video qui sont venus nous démarcher pour faire cet épisode. C'est absolument génial, c'est vraiment toute la vocation qu'a notre émission. On est très content d'avoir au micro de Originals pour la première fois un créateur de série. Bon, vraiment, la conversation était super intéressante. Eh ben écoute, on s'écoute ça tout de suite. Donc Escort Boys, ça revient pour une deuxième saison à partir du vendredi 13 juin sur Amazon Prime. On retrouve évidemment donc la Camargue et puis 4 héros qui sont plongés dans les métiers du sexe pour dans l'espoir de sauver leur domaine d'apiculture, c'est ça? Ouais. À quoi il faut s'attendre dans cette saison 2 pour les fans très impatients? Alors, il faut s'attendre à rentrer plus dans l'intime des garçons. C'est-à-dire qu'en saison 1, on était beaucoup plus sur le côté désir féminin. Qu'est-ce que chaque cliente vient chercher et qu'est-ce que ça provoque chez eux en construction de jeunes hommes. Et là, on plonge beaucoup plus, et ce qui m'intéressait pour cette saison 2, de leur côté à eux. Qu'est-ce que ça leur fait vraiment et comment ils évoluent. Donc, du coup, on est beaucoup plus dans l'intime des garçons et de la jeune fille aussi.
et sur leur vie à eux, de qu'est-ce que ça fait en fait d'avoir passé plusieurs mois dans l'escorting. Et je reviens sur ce que tu dis sur le métier du sexe, et c'est très important de le dire parce que l'escorting, ce n'est pas que ça. Ouais. Donc c'est pas des prostituées ou et encore que parce que même dans la prostitution Il y a un éventail. bah oui, c'est-à-dire qu'en fait on vient pas chercher que du sexe. Voilà. Et là en l'occurrence l'escorting c'est vraiment un accompagnement, c'est une recherche de quelque chose qu'on n'a pas, dont un besoin. Et effectivement il y a cette partie de plaisir, de désir charnel, mais pas que. Et surtout, on se rend compte que c'est vraiment toute la partie psychologique qui est encore plus importante quand on vient faire appel à un escorte. Donc si je schématise, tu dis en gros que la saison 1 s'adressait un petit peu poser la question du désir au féminin, et que la saison 2 va poser la question plutôt aussi du désir au masculin et de ce que ça fait en fait, voilà, de se faire désirer, de appliquer en fait les désirs, les fantasmes des autres, des femmes, hommes, et comment toi tu le gères en tant que jeune homme de 30 ans, voilà, qu'est-ce que ça fait sur ta vie, qu'est-ce que ça provoque. D'accord. Si je ne m'abuse, la série est une adaptation française d'une série israélienne qui s'appelle Johnny and the Knights of Galilee, ouais. C'est ça. Comment t'es arrivé sur ce projet, toi? Est-ce que c'est un projet que tu suivais, qui était en train de s'élaborer, ou est-ce que Amazon Prime est venu te voir avec cette idée en disant bah ça serait bien pour toi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette série, c'est une acquisition, donc c'est un projet indépendant. Donc c'est pas un projet Amazon Originals. Ouais. Donc en fait, c'est des productrices qui sont venues me voir avant même de signer avec Amazon. D'accord. Donc qui cherchaient un réal. Et du coup, moi, comme j'écris mes films, du coup, j'ai dit oui, mais enfin moi, je vais pas juste réaliser. Donc moi, je réécris cette base que vous avez. Donc en fait, je me suis complètement réadapté. Donc c'est pour ça qu'on appelle créateur de la série, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris à la racine du truc. L'idée, je l'avais et j'ai vu quelques épisodes de la série israélienne, mais je ne connaissais pas du tout. Et je me suis complètement adapté le projet, le sujet en fait. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant en France, voilà, avec ces jeunes garçons qui vont découvrir un peu le monde comme ça, en fin fond de la Camargue. Et en fait, je me suis vraiment basé moi sur ce que j'avais envie de dire. Sur mon vécu, ma curiosité autour de moi. Donc en fait, c'est une adaptation très 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 libre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une base, mais après je suis parti moi sur de la création totale. En fait, toi tu dis vous voulez travailler avec moi, très bien, mais si on travaille avec moi, je repars à zéro. Exactement. Ça, c'est ma façon de faire. Donc du coup, les productrices, ok, donc j'ai tout réécrit. Cette première saison, et là, pareil, la seconde saison, j'ai même pas regardé même la suite de la... Enfin, la suite, en fait, eux, c'était une série de 13 épisodes, mais que je les ai même pas vus entiers. En fait, j'en ai vu que les 6 premiers, et du coup, j'ai dit, ok, c'est la base que je trouve chouette, mais après, c'est vrai que j'ai complètement adapté. Alors, ce qui marque beaucoup ta série à toi, c'est l'apparition de guest stars. Hein. Alors, dans la saison 1, on avait Carole Bouquet, Rosy de Palma, Amanda Lear, Saya, Pascal Arbillot. Et là, je sais pas si je spoil qui va y avoir dans la saison 2. On peut le dire parce que tout le monde le dit. Donc, donc on a au moins Josiane Balasco, Affida Turner. On a Clara Morgan aussi. Et on a carrément Sitze Babette Knudsen, qui était l'actrice de Borgen, qui là fait pas une apparition, elle tient un rôle carrément. Et je voulais savoir... comment ça se passe de contacter ces gens? Est-ce que c'est des gens que tu connais déjà, dont tu as déjà le numéro et qui te font une faveur, ou est-ce que au contraire c'est un peu des défis que tu te lances, tu te dis putain ça serait cool d'avoir Clara Morgan si on pouvait la contacter ou... Ouais, c'est ça, c'est des défis parce que je les connaissais pas. Ça dépend parce que par exemple l'actrice Léopoldine Hugues de Pointe, la jeune actrice handicapée, c'était un de mes co-scénaristes avec qui j'ai travaillé qui connaissait son frère et qui dit, moi je dis ça serait bien de parler de le handicap et du coup il dit mais cette fille elle me montre, c'est génial. Donc voilà, il y a ces choses là avec des gens qu'on connaît, mais sinon en règle générale oui c'est beaucoup des fantasmes, des kiffs. Moi je tourner avec Jeanne Balasco par exemple, c'était un rêve de gosse, j'adore. Ouais. Depuis toujours, et voilà, après, oui, aller chercher Marisa Berenson, iconique, Barry Lyndon, ça représente, en fait, je voulais vraiment une femme senior, mais très belle, avec beaucoup d'élégance,
pour ce moment-là, donc je la connaissais pas. Et puis ça passe par des connexions, les agents, et voilà, et puis des rencontres autour d'un café, d'un coup de téléphone, et du coup, puis après, quand t'as une saison 1, c'est plus simple. Ils peuvent voir effectivement, et puis je pense parler entre elles aussi sur des actrices. Moi, je vois sur par exemple Marisa Berenson ou Mina Cavani, l'actrice iranienne, qui s'est retrouvée à un show mode avec Kelly Rutherford, l'américaine, qui est en saison 1, et qui leur disait « Ah, j'ai tourné, mais c'est extraordinaire, Ruben. » Et Ah, génial, bah oui, justement, j'ai le compte. Et en fait, elles se parlent entre elles, et du coup, voilà, ça aide pour que du coup, elles viennent plus... Ça augmente ta strip cred, quoi, un peu. Alors, ce qui est cool, c'est que la série met en valeur non seulement la région de la Camargue, mais aussi énormément le corps de tes acteurs. Et il y a un running gag, moi, que j'adore à travers toute la série, c'est que tu t'amuses à faire des training montages au moment où ils doivent se remettre en forme pour pouvoir refaire les escort boys. Et du coup, ça fait des moments totalement absurdes où ils sont nus sur des chevaux en train de monter à cru à travers la Camargue. Je voulais savoir à quel point tu sollicitais le corps de tes acteurs, parce que en plus de ça, tu les mets souvent dans des situations où c'est un peu difficile de se faire filmer comme ça. Notamment Corentin qui s'engage à mort. Ouais, ben ça c'est vraiment pour le coup une vraie complicité et une confiance avec l'acteur, parce que c'est vrai qu'en saison 1 c'était peut-être un peu plus compliqué au début parce qu'ils connaissaient pas, ils voyaient pas le regard, et je pense que maintenant le fait d'avoir fait une saison 1, du coup ils sont en terrain connu et ils me font confiance en fait. Mais ils sont gaulés de fou. Tu leur demandes de bosser. Non, c'est eux, je pense, parce qu'ils savent qu'ils vont se retrouver à l'image. Donc avant chaque prise, c'est les pompes, c'est les trucs, c'est des machines. C'est très drôle. Mais après, c'est plus simple entre guillemets. C'est des acteurs qui sont sportifs en fait, qui viennent du sport déjà à la base. Donc le corps, c'est beaucoup plus smooth. Voilà, qu'un acteur qui ne serait pas familier avec le monde du sport, parce que quand t'es dans le monde du sport, il y a un côté voilà, le corps c'est un outil et en fait c'est ce que j'apprécie chez ces acteurs-là qui me font confiance, c'est vraiment il y a ce côté, c'est jamais gratuit quand on le fait, c'est ou pour provoquer un sourire par rapport à un truc improbable, ou effectivement pour filmer les acteurs leur corps, que ce soit beau, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup les femmes plus dénudées tout au long de ce siècle. Voilà, on a cette habitude-là, et peut-être un peu moins les hommes. Voilà, et là, j'ai essayé d'inverser un petit peu les rôles aussi. Après, les femmes aussi, elles sont... mais c'est jamais gratuit, parce que ça m'intéresse pas trop. Alors, avec ce côté drame qui se passe dans le sud de la France, ça a un côté un peu... on pourrait dire plus sexy la vie, carrément. Mais il y a toujours toute la série est nappée d'un humour que je trouve très très respectable. Est-ce que cet humour, tu l'as mis sur ton projet pour prendre de la distance avec le sujet qui est un petit peu dramatique? La prostitution, qu'elle soit masculine ou féminine, c'est toujours un problème un petit peu moral. Est-ce que cet humour-là t'aide justement à dédramatiser le sujet? Je sais pas si je l'ai fait sur ce projet-là. Moi, c'est ce que je fais dans tous mes projets. Je pense que par l'humour, on a accès beaucoup plus facilement à des sujets graves, en fait, parce que effectivement, t'as l'impression que c'est léger, que tu as un sourire, et puis finalement, tu te dis tu réfléchis quand même. Moi, c'est ma façon de créer, de fonctionner. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime toujours passer par une espèce d'humour un petit peu, mais qui n'est pas un humour qui veut provoquer le rire. Parce que j'écris jamais en disant je vais être drôle. Il y en a des tests. Ça serait terrible. C'est vraiment une histoire de situation. Et j'aime plutôt le côté un peu awkward du truc, où d'un coup on est comme ça, on fait c'est bizarre. J'aime bien ça plutôt que la vraie situation de comédie où d'un coup on est là et on sort tous les chevaux pour faire rire. Moi, je sais pas trop mon truc. C'est vraiment, j'aime ce côté toujours avec plusieurs lectures, en fait. J'aime beaucoup parce que sur tous mes projets, je vends ça. J'ai des gens sur la même séquence me disent oh là là, j'ai ri, puis dans l'autre séquence j'ai pleuré. Alors voilà, moi c'est tout ce que j'aime, c'est le côté où t'as les layers et puis chacun voit comment il l'entend, en fait. Très bien.
Je vais te poser quelques questions rapidement sur ta carrière aussi. Maintenant que tu as travaillé du côté cinéma et du côté plateforme, est-ce que tu vois une différence dans tes tournages, dans la manière dont tu travailles? Est-ce que tu sens que quand t'es dans le cinéma, peut-être qu'il y aura un petit peu plus je sais pas, de reconnaissance quand tu auras un carton au box-office, et qu'on est peut-être plus cool sur les tournages quand on est sur les plateformes. Il y a peut-être moins un producteur qui claque des genoux derrière son bureau, ou je sais pas. Alors, sur la reconnaissance d'un projet, oui, effectivement, quand tu es au cinéma, il y a quelque chose qui est une œuvre qui reste et que on va pouvoir revoir, qu'on prend plaisir à, si ça repasse à la télé, si ça repasse, il y a quelque chose où tu fais une œuvre, mais qui ne va pas être manger, mâcher, ciao. Ouais. Et c'est un peu mon problème que j'ai eu au début, justement, à travailler sur plateforme série. C'est cette façon-là où on me remettait toujours en cause en disant « Oui, mais enfin, bon, c'est de la télé où les gens voient et ils ne regardent plus. Faut être efficace. » Et moi, c'est un truc qui était très compliqué pour moi d'entendre ça. Parce que moi, je vois pas la chose comme ça. Moi, cette série en saison 1, je l'ai fait comme un grand film. Ouais. Voilà. Et là, saison 2, pareil, en fait. Je me dis pas, c'est vraiment ce côté de consommer, et un peu, hein, société aujourd'hui, on consomme, hop, on jette. Moi, j'adorerais que, en fait, c'est pour ça que je te parle de strat et de layers, hein, que les gens puissent se dire, attends, je veux regarder. Ouais, je vais y revenir. Je vais revenir pour voir, Ouais. ah oui, parce qu'en fait, j'avais pas vu ça. Ouais. Moi, c'est ce que j'adore. Donc, c'est vrai que c'est vraiment la vraie différence, peut-être, de façon. Et c'est pour ça que je pense que je suis assez friand plus de mini-séries qui ont un début, une fin, et qu'on voit parce qu'on a le temps de développer les personnages dans une série, mais en même temps, c'est bouclé. Donc, il y a quelque chose d'une œuvre, voilà, qui est finie et qu'on peut voir, revoir. Moi, justement, là, t'es sur un format en 6 épisodes par saison, Ouais. donc Oui. c'est pas genre 25 épisodes par saison. Ah non, ça c'est impossible. Moi, je pourrais pas le faire. Et puis même l'idée, en fait, moi d'arriver sur un projet et de me dire ah oui, il va y avoir 3 saisons déjà. Moi, je savais même pas si j'allais faire une saison 2. C'était vraiment moi pour moi, je faisais pas saison 2. Et juste, alors, un truc qui, moi, m'avait bouleversé, c'est quand ton deuxième film est sorti, Ouais. qui s'appelait Miss, Ouais. t'as été quasiment sacrifié à la crise sanitaire, puisqu'il est sorti une semaine avant la fermeture des cinémas. Et ça vient après un premier film qui était un immense succès, plus d'un million d'entrées pour La Cage Dorée. Et je me suis demandé si tu t'étais tourné vers les plateformes aussi pour arrêter avec cette pression du box-office. Peut-être inconsciemment, mais c'est-à-dire que c'est arrivé comme ça. Ouais. C'est-à-dire vraiment après Miss, c'est vrai que repartir là, on s'était pris vraiment un truc dans la tronche qui était horrible sur le cinéma, et puis tout le monde disait le cinéma c'est fini, il y avait un espèce de truc. Et c'est vrai que c'est arrivé ce projet, je me suis dit tiens, faut pas que tu restes sur ça comme une espèce d'échec comme ça, un truc où c'est même pas, enfin c'est avorté quoi. Il y a un truc où on a fait une tournée dans toute la France qui s'est hyper bien passée, puis d'un coup 7 jours et boum, ça ferme, et en fait c'est fini. Et là tu fais waouh. Donc effectivement je voulais être dans l'action, et là on m'a proposé ça, je me dis voilà. Et puis là du coup c'est long, c'est 6 épisodes, on y va, et effectivement c'était pour être tout de suite dans l'action. Et peut-être au fond de se dire oui, il y a peut-être pas ce truc de la grosse pression du box-office. Parce qu'à l'époque, tu devais sauver les salles de cinéma avec Tenet et tous ces films-là, quoi. Donc la pression était folle. Bon, c'était fou. Ouais. C'était fou. Avec Warner, on a vécu un truc quand même assez hallucinant. Alors, tu me dis si c'est une question nulle, tu as le droit de la dismiss complètement, de dire non. Mais je me disais que avec La Cage Dorée, évidemment, parce qu'il y avait un côté un petit peu autobiographique, mais avec Miss, comme avec Escort Boys, je retrouve dans ton style quelque chose un milieu clinquant vu du point de vue des gens un petit peu de l'ombre, des gens modestes qui sont dans ce milieu clinquant. Là, le milieu clinquant, ça serait celui du
tourisme en Camargue, quoi, qui attire des gens assez riches. Mais tes héros, c'est pas du tout des winners, au contraire, quoi. Est-ce que tu sens que c'est ça qui t'intéresse à travers ton œuvre, vu que c'est un petit peu ça que t'as vécu toi aussi dans ta jeunesse? T'as grandi dans ce milieu où t'étais pas quelqu'un de l'ombre, mais t'étais dans un milieu très très clinquant, et alors que tu venais d'une famille modeste. Est-ce que c'est ça le fil rouge? Mais sûrement. Franchement, c'était en train de me le dire, je suis en train de m'en rendre compte. Et oui, je pense que ce qui m'intéresse, c'est l'envers du décor. Il y a un côté, en fait, qu'est-ce que ça procure, les contrastes, la nuance dans une société, parce que ce n'est jamais c'est jamais du jugement. Enfin, j'essaye de ne jamais juger, mais c'est montrer, me dire qu'est-ce que ça fait, mais des deux côtés. Mais c'est vrai que j'aime assez, dans tout ce que je fais, montrer, donner la parole et mettre en lumière ceux qui n'ont pas d'habitude. Ouais. Alors n'oubliez pas que vous pourrez retrouver ce cher Ruben Alves en fin d'émission pour l'interview originale. Toi, de ton côté, Gauthier, ton ressenti global sur cette expérience ? Je suis d'autant plus content que Prime Video soit venu nous chercher là-dessus, que c'est jamais... Enfin, vous savez comment on est, on regarde les choses qui sont dans notre spectre parce qu'on a un point de vue, on a des goûts, donc on se dirige naturellement vers des choses qui nous tentent. J'aurais jamais mis Escort Boys dans mon spectre à moi, et je suis très content que Prime Video soit venu me chercher pour justement essayer d'élargir un petit peu mon champ de vision. Et donc ça m'a permis de jeter un œil non seulement aux 6 épisodes de la saison 1, mais aussi aux 6 épisodes de la saison 2, qui seront disponibles à partir du 13 juin. Très simplement, déjà, j'ai une énorme sympathie pour cette série qui, tu l'as assez bien décrite, ressemble dans son programme un peu à The Full Monty. The Full Monty, mais en Camargue, tu vois. Des garçons qui sont un petit peu des cow-boys du sud de la France, quoi, qui ont très envie de sauver leur domaine et qui n'ont pas les moyens. Du coup, ils se mettent à vendre leur corps alors que c'est un petit peu des losers, c'est un petit peu des nuls. C'est des losers super bien gaulés, hein, quand même. Ils sont beaux, ils sont très très beaux à regarder. On rappelle quand même qu'au casting, Guillaume Labbé, Thibaut Évrard, Corentin Fila, Simon Erlacher et Marisol Fertard. Voilà, ça c'est les 5 héros, effectivement. C'est ça, et il y a une galerie de personnages qui viennent... juste pour un épisode ou deux faire des apparitions. On a Carole Bouquet, Rossi de Palma, Zaya Dehar, Pascal Arbillot. En saison 2, ils annoncent Josiane Balasco, Clara Morgan, Stéphie Selma, Thibaut de Montalembert ou Margot Bancitron. Il y a Fida Turner aussi. Il y a Fida Turner, ok. Je pensais que c'était... Ok. Et bon, oui, voilà, donc au niveau du casting... C'est ça qui est génial. C'est pas du génie non plus, mais c'est ça qui est très agréable, c'est que en 6 épisodes, c'est assez court, 6 épisodes de 40 minutes, si tu veux, la série est comme ça ponctuée d'apparitions de visages très célèbres, et c'est assez plaisant à regarder. Je pense que ce qui m'a le plus touché, c'est que pour un sujet pareil, qui est quand même un sujet très moral de la prostitution et tout ça, la série, comme j'en parlais avec Ruben Alves, est nappée d'une forme d'humour et de décalage, et on n'est pas trop premier degré. On sait qu'on est dans une réalité totalement fantasmée. Donc ça, j'ai trouvé ça très plaisant. Ouais. Alors justement, la série, pour toi, échappe-t-elle à la tentation de la provocation gratuite, ou est-ce qu'elle joue sciemment sur une forme de buzz sexuel ou ce genre de choses ? Alors, elle échappe totalement à la provocation gratuite. C'est-à-dire que quand on dit c'est une série olé olé, faut vraiment mettre des guillemets là-dessus. C'est de l'érotisme pour gens qui trouvent que 50 Shades of Grey, c'est vraiment cochon, tu vois. Oui, ok. Donc, c'est de l'érotisme très très soft. Ça va jamais trop loin. Peut-être le seul petit reproche que je pourrais faire à la série, c'est que je la trouve peut-être un petit peu trop hétéronormée. C'est-à-dire que... parfois, il y a des personnages qui sont gays ou lesbiens, mais ils sont toujours bi, ils sont toujours quand même attirés un petit peu vers l'autre sexe. Et puis, évidemment, à chaque nouveau client, il y a une nouvelle tranche de la société. On essaye de représenter toutes les communautés de personnes, si tu veux, de manière un petit peu Benetton. Mais c'est pas grave. Hein, je veux dire, c'est pas un reproche.
au contraire, c'est plutôt bienveillant de la part de la série de faire ça. De dire, bah oui, tes clients, ça peut être des personnes âgées, ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être plein de gens. Quand tu es prostituée, quand tu es escort boy, tes clients, quand tu es travailleur du sexe, tes clients, tu sais pas sur qui tu vas tomber, tu sais pas dans quel état d'esprit tu vas être à ce moment-là, donc voilà. Alors justement, le regard porté sur ces clients et clientes, tu trouves qu'il est assez nuancé ? Oui, je trouve que surtout la bienveillance qu'il y a dans tout ça, c'est que les premiers à trouver la situation bizarre, c'est eux, c'est les héros. C'est-à-dire, c'est eux qui sont pudiques. Alors là aussi, il faut mettre des guillemets parce que on les filme dans des situations complètement rock'n'roll. Mais ils sont plutôt eux pudiques avec leur corps et ce qu'ils amènent. Et c'est plutôt leurs clientes qui leur disent « Non, mais attends, c'est un commerce comme un autre, t'inquiète pas, voilà, t'es là pour me donner du bon temps juste pour une soirée, n'en fais pas toute une montagne, quoi. » Donc ça c'est plutôt cool. Ouais. Est-ce que, pour toi, on pourrait parler d'une série féministe alors même qu'elle met en scène des hommes, ou des hommes-objets même, je dirais ? J'ai trouvé les propos de Ruben Alves assez éclairants quand il m'a parlé de ce sujet-là. C'est que je suis d'accord avec lui après cette interview sur l'idée que la saison 1 était une saison concentrée sur le bonheur, le désir sexuel au féminin. Le plaisir peut-être. Voilà, le plaisir au féminin. Et que la saison 2 revient un petit peu en 180 degrés sur quel est le sens de la découverte sexuelle qui revient aux hommes dans cette situation-là. Donc il y a un discours féministe, effectivement, mais il est plus présent dans la saison 1 que dans la saison 2, où on se pose la question de la masculinité. C'est fair play, hein, après tout. Justement, oui, voilà, sortir de la caricature qu'on peut en avoir ou ce genre de choses. Tu trouves que justement le succès de la série, parce que c'est quand même un certain succès hein, pour Prime Video, la deuxième saison là, arrive, est-ce que tu penses qu'il y a une envie du public français autour de récits comme ça, un peu plus, pas border, mais en tout cas dont le sujet s'oriente un petit peu plus sur les corps et le soleil? Je pense que les petites cochoncetés, ça a toujours de l'avenir. Hein. Le public français, à plus forte raison en plus, est toujours un petit peu en demande de ça. Je crois que le succès, j'en sais rien, j'ai pas les chiffres entre les mains, mais le succès est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a une diffusion sur Prime Video en premier lieu, et puis quelques mois plus tard sur TF1. Donc c'est pas qu'une série de plateforme, c'est une série aussi de télévision. De télévision de flux, quoi, normal. Écoute, on est quand même sur une série qui est très légèrement transgressive, mais transgressive avec beaucoup de bonne humeur. Et ça, je pense que c'est effectivement un programme qui fera toujours mouche. J'ai une petite dernière question quand même, parce que là on parle de ce que c'est que Escort Boys au total, en général. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la saison 2 quand même, qui est quand même l'actualité de ce mois de juin 2025 ? Écoute, il faut attendre de la saison 2 déjà d'aller plus à la découverte de ces personnages plus en profondeur. Comme je le disais tout à l'heure, au-delà de vendre leur corps, ils découvrent eux-mêmes des petites subtilités sur leur propre sexualité. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent plus simplement du plaisir sexuel de leurs clientes, mais aussi du leur. Donc ça, c'est assez intelligent de réfléchir un petit peu sur soi-même et ce qu'on veut. Et puis, il faut peut-être se demander, parce qu'il y a quand même une trame narrative derrière toute cette sexualité, qui est comment ils vont réussir à sauver leur domaine, comment ils vont peut-être s'associer à des personnages un petit peu louches pour pouvoir décrocher de l'argent. Il faut s'attendre à ce que la fin de la saison 2 peut-être débouche sur un clin d'œil énorme vers une saison 3. Donc, il y a quand même un petit peu de suspense. Hein. C'est pas que des scènes de mecs à poil ou de mecs qui s'effeuillent, qui s'enchaînent les unes après les autres. Il y a des vrais enjeux dramatiques dans tout ça. Tu conseillerais à qui ? Alors, mesdames. Ou certains messieurs. Et aussi certains messieurs. Enfin, de toute façon, c'est une série, il ne faut pas lui
faut pas lui prêter des accents de The Wire ou des Sopranos. C'est pas un truc qui a une chape de plomb énorme sur ses épaules, etc. C'est quelque chose de très léger et qui se regarde bien et assez vite. Donc vous n'êtes pas dans un projet d'une série, comme on en parlait avec Ruben de Alves, de une série en plusieurs saisons de 25 épisodes et tout. Ça serait intenable. Là, vous avez 2 saisons de 6 épisodes chacun. Oui, c'est ça. Des épisodes qui durent 40 minutes. Ça se consomme hyper facilement. C'est hyper sympa. Il y a des guest stars énormes. Donc, je conseillerais ça aux gens un petit peu au tout venant. C'est-à-dire au grand public. Grand public adulte, hein, quand même. Oui, on regarde pas de ça en famille. Mais, de toute façon, TF1 à la fin en termes de diffusion, donc exactement. ça se veut quand même accessible. Et puis c'est toujours difficile quand on parle d'une saison 2 d'essayer de cibler le public, puisque s'il y a une saison 2, c'est qu'il y a déjà un public assez énorme. Le succès est déjà là, quoi. En tout cas, si vous avez aimé la saison 1 et son ton et ses guest stars et son environnement, la Camargue, le soleil et tout ça est de retour. En mieux, je ne sais pas. Tout ça est de retour. Ça se suit. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir de voir ces succès de production de séries françaises qui commencent à s'émanciper un petit peu de ce qu'on pouvait avoir il y a une dizaine d'années. Les plateformes ont aussi ça, de permettre à de nouveaux créateurs de s'exprimer, de proposer des choses qu'on n'avait pas forcément vues jusque-là ou pas trop. Exactement. Parce que si c'était pas des... Alors, je sais pas, mais je crois que si une plateforme n'était pas arrivée sur ce projet et que ça avait été repris par la télévision traditionnelle des années 90 ou 2000, on aurait eu une sorte de Plus belle la vie ou proto Plus belle la vie, tu vois. Là, on a une série qui a de la gueule, qui parfois va un petit peu loin dans les clichés de la Camargue et les hommes sexy, tu vois, mais bon, c'est sympa, c'est marrant à voir. Ça fait des petits training montages, comme j'en parlais avec Ruben Alves dans l'interview, des petits training montages absurdes où ils sont là en train de faire du cheval cul nu et tout. Enfin bon, c'est très drôle, quoi. C'est tout un programme. Ouais. Je te remercie, Gauthier, et je rappelle que la saison 2 donc, de Escort Boys sera disponible sur Prime Video à partir du 13 juin prochain. Donc c'est qu'est-ce qu'on regarde le week-end prochain. Ouais, c'est ça. En gros. Exception. Et je te propose de laisser de côté les pros de l'effeuillage camarguais pour une trilogie qui va à 100 à l'heure et qui vient de s'achever sur Netflix. C'est la chronique Ne cherchez plus de Gauthier. Une série de films d'action française disponible sur Netflix, réalisée donc par Guillaume Pierret, avec Nicolas Duvauchel, Stéphie Selma, Sébastien Lalanne, Ramzy Bedia et bien sûr Alban Lenoir. Ouais, Alban Lenoir qui se fait une spécialité maintenant de devenir le Tom Cruise français, on va dire. Hein. Le mec hyper baraque, qui pète des gueules à longueur de journée. Tom Cruise ou Jason Statham ? C'est une bonne question. Je dirais Tom Cruise parce qu'il a une vraie dimension de je fais mes cascades moi-même, quoi. On voit que c'est lui à l'écran tout le temps. Il sera bientôt à l'affiche d'un film qui s'appelle Les Orphelins que j'ai vu en avant-première hier, où c'est le même programme, il pète des gueules comme ça, tout va. Ou Liam Neeson alors. Voilà, un petit peu. En tout cas, Balle perdue, c'était des films que je voyais les affiches passer et je me disais ça a l'air d'être des super nanars. Ne vous arrêtez surtout pas à ça. C'est des films d'exploitation, c'est vrai, mais c'est des films qui sont absolument bluffants. On n'en revient pas de ce qu'on voit à l'écran. C'est des films de cascadeurs, hein, bien sûr, mais c'est des films où il y a des courses-poursuites, des bagnoles qui se plient dans tous les sens, et puis des bastons. C'est incroyable. On s'écoute une bande-annonce. On l'a reçu juste après la fermeture de la brigade. Je suis pas venu pour l'Alpine. Je veux récupérer la Renault 21. Ça fait longtemps que je l'ai mise à la casse, moi. T'as détruit la 21 ? La corruption d'Alexandre Rest touche l'ensemble des services des stupes. À quel point il faut être ravagé pour revenir ici. C'est fini, Reski. Je te devrais pas t'enfuir. Je veux plus fuir. Il me reste une chose. J'ai de quoi envoyer Rez en taule jusqu'à la fin de ses jours. Faire tomber Rez, c'est rendre justice à Charas. Je serai super discret. Tu me remarqueras même pas. Quoi qu'il arrive demain, ça va être sanglant. Alors, en gros, le programme, si j'essaye de vous résumer le premier film... Un petit synopsis, oui, voilà, pour savoir dans quel univers on met nos
nos gants de conducteurs. Ouais, c'est ça. En gros, Alban Lenoir, qui joue le rôle principal, c'est un mécano, un mec qui pimpe des bagnoles et qui s'en sert pour faire un braquage, et un braquage qui tourne mal. Ça, c'est la première scène. Son braquage tourne mal, il va en prison, et il y a une sorte de super flic qui est joué par Ramzy Bedia qui se dit « Mettre ce gars en prison qui pimpe des bagnoles si bien, c'est un petit peu dommage. On ferait mieux de lui proposer de... » Une émission sur MTV. C'est ça. Mais on ferait mieux de lui proposer de pimper des bagnoles pour la police, au fait, parce que nous, nos bagnoles, elles sont jamais suffisamment valides ou valables pour arrêter les go fast et tout ça. Donc, ça serait bien qu'il travaille pour nous, ce mec-là. Ce qui se fait, d'ailleurs, dans la vraie vie. Je sais pas si tu te souviens du film de Steven Spielberg, Arrête-moi si tu peux. Mais ce mec qui était un super escroc a fini par être réembauché par le FBI pour aider le FBI à mieux traquer les escrocs. Donc il y a un fond de vérité à ça. Le truc, c'est que donc il va accepter de pimper des bagnoles pour la police, mais il va être piégé par des flics corrompus qui vont buter le gars qui l'a aidé à sortir de prison, le bon flic qui l'a aidé à sortir de prison. Donc ils vont lui faire porter le chapeau et lui va devoir prouver son innocence. Bon, alors à partir de là, tu vas me dire, ça c'est le pitch d'un film extrêmement bateau, c'est un peu vrai, mais à partir de là, il y a une sens de la mise en scène de l'action qui est absolument bluffant. Moi, j'aime beaucoup cette idée du héros qui n'a rien à perdre, donc qui va être ultra méga déterminé à prouver son innocence, et qui y arrive, et la seule raison pour laquelle il y arrive, c'est qu'il est plus déterminé à prouver son innocence que les méchants sont déterminés à le faire tomber, si tu veux. Et il devient malgré lui une sorte de surhomme de mec qui pète des gueules et tout ça. Il y a une scène où il s'évade du commissariat de police en pétant la gueule à 20 personnes. C'est tellement impressionnant parce que en plus ça évite de tomber dans l'écueil de il y en a toujours un qui se fight avec lui et les autres qui attendent derrière. Non, c'est hyper bien montré comment ils essayent tous de se jeter sur lui et comment lui arrive à rebondir et à se relever, à repéter des gueules et tout ça. Ça me fait penser aux films plutôt asiatiques comme The Raid. Oui, ou tu te souviens de ce très beau plan séquence dans Old Boy où voilà, c'était impressionnant parce que c'était filmé dans la longueur et tout ça. Les films de cascadeurs, parfois, ça peut être nul. On se souvient des années 2000 où on en avait toutes les 2 secondes venus de EuropaCorp. Il y avait Yamakasi, il y avait... juste après Matrix, notamment, il y a eu toute une vague, là. Exactement, de cinéma de cascadeurs. Et c'était toujours assez fade. Là... Sur le premier film, au moins, sur le premier Balle perdue, laissez-vous tenter parce que c'est loin d'être fade. Au fait, ce réalisateur, ce jeune réalisateur qui s'appelle Guillaume Pierret. Guillaume Pierret, tout à fait. Ça m'a trop fait marrer parce que pendant que je regardais le film, il a un tel sens de l'action et de la mise en scène que je me suis dit, putain, c'est ouf, qui y a derrière ce film? Qui est aussi fort pour mettre tout ça en scène? Et donc, je suis allé chercher sur IMDb qui c'était, et j'ai vu que c'était Guillaume Pierret. Et Guillaume Pierret est un mec qui avait fait un court-métrage en 2012 qui s'appelait Matriarche. Et il se trouve qu'en 2012, moi, je commençais ma carrière de journaliste comme spécialiste du court-métrage. J'étais journaliste court-métrage au tout début de ma carrière, et j'avais fait partie de mon premier jury qui était dans un festival de court-métrage à Puteaux. Et on avait primé au prix de la mise en scène Guillaume Pierret pour Matriarche, son premier court-métrage. Et en voyant la maestria qu'il y avait dans Balle perdue sur l'action, je me suis dit, c'est ce gars-là qui est devenu ça. Ah, putain, mais c'est trop bien, quoi. C'est génial. À quel point on a eu raison de lui filer ce prix il y a donc 13 ans. Donc j'étais hyper satisfait de ça. Et vous vous apprêtez, si vous suivez mon conseil, vous vous apprêtez à voir 3 films qui sont pleins de bastons et de scènes de carambolage de voitures. D'ailleurs, je comprends pas très bien. Il y a 0 airbag dans 0 voiture dans ce film. Et il y a 0 accident mortel. Tu peux tomber d'une falaise et faire 36 tonneaux et finir dans une boîte de conserve, mais ça va. Mais ça va, bien sûr. Bon, ça, il faut adhérer à ce programme-là. Mais du coup, ça veut dire que ce fameux Guillaume Pierret, on pourrait presque appeler Hollywood et lui confier la suite de Fast and Furious. Mais j'aimerais bien que ça lui arrive.
J'aimerais bien parce que vraiment, autant je me souviens plus comment s'appelle Louis Leterrier. le réalisateur. Non, pas Louis Leterrier, mais le réalisateur du film que j'ai vu hier qui s'appelle Les Orphelins. C'est un film pas mal, mais il a moins le sens de l'action. Il coupe trop, si tu veux. Alors que là, dans Balle perdue, il y a vraiment des plans où tu te dis, mais c'est dingue. Tu as l'impression de ressentir les coups que les mecs prennent. Tu as l'impression, toutes les 2 secondes, tu te dis. C'est un gars crédible, ce Alban Lenoir. Ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être Monsieur Tout le Monde, mais il est super balèze, il est super stock, il est super malin et tout. C'est une sorte de... Si tu veux, quand tu regardes les films de Jean-Claude Van Damme, il y a quelque chose de pas crédible parce que tu te dis jamais je pourrais être gaulé comme ce gars-là. Et tu te dis, c'est un surhomme, quoi. Alors qu'avec Alban Lenoir, tu te dis, ça pourrait être mon pote, ou ça pourrait être moi, ou je pourrais être dans cette situation-là. Sauf qu'il est quand même costaud, il sait tout faire. Enfin bon, il y a un truc hyper plaisant. Plus Bruce Willis, alors, quelque part, un peu. Même un ton en dessous, c'est vraiment... Le gars, tu pourrais le croiser dans le métro, ça te choquerait pas, tu vois. Enfin bon. Et après, je vous dis, c'est vraiment de l'action pure et dure, mais c'est de l'action de très, très, très grande qualité. D'autre part, à la distribution, quand même, excusez du peu, il y a Alban Lenoir, mais il y a aussi Nicolas Duvauchel qui joue le méchant, il y a aussi Ramzy Bedia, il y a aussi Stéphie Selma, dont on parlait tout à l'heure, et tout ça. Il y a aussi Rod Parado dans le premier film, uniquement dans le premier film. Pascal Arbillot, Sébastien Lalanne, Anne Serra, Diego Martin. Voilà, il y a du monde quand même, quoi. Et je vous dis pas que c'est un programme hyper intellectuel. Moi, je vous recommande de vous faire les 3 d'affilée, parce que les 3 films, au fait, c'est une seule et longue, très même histoire, quoi. Donc, c'est toujours le même méchant. À la fin du premier, on l'a pas attrapé. Donc, le deuxième, c'est la suite de ça, etc. Donc, c'est 3 films qui racontent un seul et même truc. D'ailleurs, fun fact, le 3e qui s'appelle Balle perdue 3 en France, évidemment, à l'international, il s'appelle Last Bullet. C'est bien fait. Et puis, faites-vous les 3 films et vous commandez une pizza, un kebab et des nouilles sautées. Et au choix. Voilà. Ou les trois, un par film. Et c'est ce genre de soirée-là, et ça fait une soirée très, très quali. Hein. Encore une fois, c'est époustouflant. Je ferai une seule grosse remarque, c'est que ça souffre un petit peu du syndrome Mad Max ou du syndrome Evil Dead. C'est-à-dire que dans le premier film, t'as un héros auquel tu crois. C'est crédible. C'est un petit gars compétent, malin, qui va au bout de son truc. Et après, dès le deuxième film, c'est déjà un petit peu un surhomme avec une bagnole de ouf, pimpée de dingue. C'est le syndrome John Wick, moi j'appelle ça. Ouais, c'est un peu ça. Le mec, il a une Batmobile et il a une avalanche de moyens. Et il est juste... Enfin, il passe d'un mec normal à un mythe, tu vois. Eh bien, écoute, merci beaucoup Gauthier pour cette recommandation. Donc, ça s'appelle Balle perdue. Les 3 films sont disponibles sur Netflix. Et je vous propose, nous, d'enchaîner la suite de notre émission avec les sorties de la semaine. Cette semaine, c'est la semaine du 1er au 8 juin et on a quelques petites sorties. La première, c'est pas vraiment une sortie, mais c'est un événement, mine de rien, sur Netflix, disponible depuis le 1er juin, puisque ça fait quelques années que Netflix fait une conférence où tous les acteurs et réalisateurs des plus gros projets Netflix de manière worldwide, internationale, sont conviés dans un théâtre, sur une scène, pour venir présenter où ils en sont de leur nouvelle production qui fera le catalogue non seulement de Netflix mais aussi de Originals, entre autres, dans les mois qui vont venir. Donc voilà, ça s'appelle Tudum. TUDUM, évidemment. Et là, la petite nouveauté, c'est que c'était diffusé en direct sur Netflix et qu'on peut toujours le voir sur Netflix. Alors que jusque-là, c'était vraiment que pour les gens qui étaient sur place, etc. etc. Donc voilà, ce qui a été mis en avant, c'est Stranger Things, c'est Wednesday saison 2, c'est Squid Game, c'est le Frankenstein de Guillermo del Toro. Sublime bande-annonce. Hein. Voilà, il y avait du lourd, il y avait des gens qui étaient là pour les présenter, il y avait un film avec, je crois, Ben Affleck aussi, enfin, il y avait beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse, n'hésitez pas à aller y jeter un œil et vous verrez le catalogue de ce qui est attendu sur Netflix et pour les 6-8 mois qui viennent.
Alors, vite fait, Wednesday, ça tombe quand ? Ça tombe à la rentrée. À la rentrée, c'est ça. Et on a appris, donc, Squid Game, on le savait, c'est à la fin de ce mois-ci. Et l'autre événement, c'est Stranger Things, qui a des dates de diffusion assez particulières. Ouais, c'est fin novembre, fin décembre et un espèce d'épisode final qui va être hyper long. Au début de l'année. Début 2026, tout à fait. Donc nous, on le traitera à l'une de ces 3 dates, on ne sait pas encore trop. Et on vous tiendra bien sûr au courant si on fait cette saison 2 qu'on a très envie de faire. Ouais. Pour reparler des sorties, il y a un petit truc moi qui m'a tapé dans l'œil du côté de Max. Ça sort le 1er juin aussi. C'est le nouveau projet du créateur de Succession. Ah oui. Alors Succession, évidemment, la série à succès, multi-récompensée. Et là, il s'agit d'un film déjà. C'est une satire sombre et mordante sur les milliardaires de la tech. Et ça explore donc leur influence démesurée sur la déconnexion entre la société, des médias et le monde réel. Je te fais le pitch, un petit synopsis. 4 amis milliardaires du secteur technologique se retrouvent dans un chalet isolé, le fameux Mountain Aid, pour un week-end de détente. Cependant, leur réunion est perturbée par une crise mondiale déclenchée par les technologies qu'ils ont développées ou fait développer, et notamment une IA générative diffusant de la désinformation via la plateforme sociale fictive Tram. Alors que le chaos s'intensifie, les tensions montent entre les différents protagonistes, révélant leur motivation égoïste et leur volonté de manipuler la situation et les opinions à leur avantage. Tout un programme, mais en plus, c'est réalisé donc par Jesse Armstrong et c'est avec Steve Carell, Jason Schwartzman, Corey Michael Smith, Rami Youssef. Enfin, on sent que ça va pas être que sérieux, quoi. Ça va pas être que sérieux, ou la façon de le dire sera un humour grinçant et assez dont ils ont la maîtrise. Voilà. Ouais, d'ailleurs, à ton pitch, je me disais, ça ressemble au monde réel, ça. Hein, ça ressemble un petit peu à la vie. Toute ressemblance avec... C'est ça. Le 4 juin, on passe sur Apple TV+, pour une série en 10 épisodes qui s'appelle Stick. Alors Stick, c'est quoi ? C'est Owen Wilson qui est de retour dans une comédie, mais sur le golf. 10 épisodes, je le disais, avec les 3 premiers là, en semaine 1, donc directement cette semaine. La série, elle suit les mésaventures d'un ancien golfeur professionnel reconverti à contre-cœur qui va découvrir un jeune prodige et essayer de le porter au sommet pour avoir sa revanche. Voilà. Alors, il y a une petite vibe Ted Lasso. Ouais. Mais on sent que c'est peut-être pas autant au niveau, même si ça reste un divertissement plutôt maîtrisé. Donc c'est sur Apple TV+, et c'est créé par Jason Keller, qui était derrière notamment Ford versus Ferrari. Ah ouais. Voilà. Je serais ravi que ça fonctionne du tonnerre. Je trouve ça chaud à vendre. Une série sportive sur le golf. Le golf, c'est pas un truc qui marche super bien auprès du large part du public. J'ai même pas de bon exemple de film de golf valable. Il y avait Tin Cup avec Kevin Costner et René Rousseau. Mais dans mon souvenir, c'était très ennuyeux. Ouais, c'est chaud le golf quand même. Enfin bon, joli défi. Ça s'appelle Stick et ça sort à partir du 4 juin sur Apple TV+. Le 5, le lendemain, retour sur Prime Video, en l'occurrence, pour un film qui s'appelle Mr. Wolf 2. Et alors là, on a Ben Affleck et John Bernthal qui vont jouer 2 frères qui vont devoir s'associer dans un polar musclé, puisqu'on est dans la suite du thriller de 2016, et Christian Wolf, donc Ben Affleck, un expert comptable brillant le jour et tueur à gages la nuit, est contraint de sortir de sa retraite après le meurtre d'un ancien contact. Le seul indice laissé est un message cryptique « Trouve le comptable ». Pour résoudre cette énigme, il fait équipe avec son frère Braxton, qui est donc joué par John Bernthal, un ancien militaire redoutable. Ensemble, ils plongent dans une conspiration impliquant des réseaux criminels et des intérêts corporatifs obscurs. Et on aime John Bernthal, évidemment le Punisher de Daredevil, le meilleur ami de Rick dans The Walking Dead, le cousin, le frère dans The Bear. John Bernthal, qui est aussi le meilleur ami d'Alain Chabat. Ah ouais, c'est vrai. C'est toujours cocasse à dire. Ouais, ça c'est marrant. Ouais. Hey, l'un des meilleurs amis. On l'a vu aussi dans Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese. Mr. Wolf, c'est un truc qui a un petit peu le cul entre deux chaises en France. C'est très bizarre parce que moi je me souviens d'avoir vu le premier au cinéma. J'en ai à peu près 0 souvenir, mis à part le fait de m'être dit c'est un film d'action sympa, mais je sais plus trop ce que ça raconte. Et on voit bien qu'ils prennent pas le risque de la salle de cinéma sur le deuxième épisode, puisqu'il apparaît directement sur Prime Video.
Je sais pas très bien ce que ça veut dire. Déjà, en version originale, ça s'appelle The Accountant. Ouais, mais parce qu'il est comptable le jour. Voilà. Et en France, ça s'appelle Mr. Wolf. C'est son nom. Ce qui est son nom. Ouais, c'est son nom, mais c'est quand même un marketing très différent, tu vois, que si t'avais... Alors, c'est difficile de faire un film d'action et de l'appeler Le Comptable. Mais... Je rêve de voir ça. Et en même temps, c'est un petit peu le pari à prendre, si tu veux. Et je crois que le premier avait fait 300 000 entrées, ce qui est peut-être un tout petit peu trop peu pour qu'un studio se donne la peine de faire des affiches, des campagnes marketing, une tournée promo et tout ça. En tout cas, il est sorti au cinéma dans la plupart des autres marchés dans lesquels il a été exploité. Voilà, c'est peut-être typiquement ce type de film qui a une meilleure promesse de carrière sur les plateformes en France. C'est marrant ce que tu dis là sur le fait qu'on peut pas... Enfin, que ce serait cocasse d'appeler un film, un polar, un thriller, ce que tu veux, film d'action, Le Comptable. En fait, il suffit de rajouter une petite localité derrière. Mais le comptable de la rue, machin. Tu vois, tout de suite. Tu vois, voilà. Tu sais, c'est comme si tu dis le coiffeur. Bon, le coiffeur, c'est quoi un film social sur. Non, c'est le coiffeur du quartier latin. Tu vois, tout de suite. Tu vois, voilà. J'aime bien. Ça marche pas avec tout, hein. Parce que si tu dis le comptable de Grenoble. Là, tu l'as un peu enterré, le gars. Ouais, alors que le boucher de Palavas. Ah, j'aime bien. On pourrait imaginer tu vois. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on passe cette fois sur Disney+, le 6 juin, Predator, Killer of Killers. On est sur un film d'animation, mais qui est découpé en plusieurs portions, un peu, c'est un film à sketch, plusieurs séries, anthologies, enfin voilà. C'est un film, mais qui est découpé en petits bouts d'histoire, qui n'ont aucun lien les uns avec les autres, si ce n'est qu'à chaque fois, des personnages historiques, des guerriers historiques de l'histoire de l'humanité se retrouvent face à face avec des prédateurs. Aux manettes, on a Dan Trachtenberg, qui était déjà connu pour avoir fait Prey, qui était le revamp de Predator. Pas mal, d'ailleurs. Chez Hulu et donc Disney+, qui était plutôt honnête. Et là, on était chez les Amérindiens, avec toute la notion du guerrier, etc., natif, etc. Et là, on va aller du côté des samouraïs, on va aller du côté des vikings. Enfin voilà, c'est la même logique, mais en film d'animation. On sent qu'il y avait une volonté peut-être derrière de faire une série et que ça n'a peut-être pas assez marché pour... Enfin, une série de films, puisqu'on a eu le guerrier amérindien. On pourrait imaginer qu'ils avaient... dans l'idée d'aller voir d'autres, ils l'ont fait en film d'animation au final. Mais en tout cas, voilà, ça sort le 6 juin sur Disney+. Alors, typiquement, Predator, c'est une franchise qui a pas assez de fans pour qu'on la creuse convenablement au cinéma. Et je suis très content de voir que sur les plateformes, on peut lui permettre de se creuser un petit peu avec des films d'animation et tout ça. Je vous dis ça parce que je vous fais du teasing pour une prochaine émission où on va parler d'une franchise un petit peu comme Predator qui peut se creuser sur plateforme. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, ce jour-là, vous allez prendre cher, vous allez voir. Retour sur Netflix le 6 juin, la sortie des Survivants, 6 épisodes. Et j'ai envie de dire que c'est un peu Sauron fait du bateau dans une nouvelle série sur Netflix. Et oui, pourquoi ? Parce que c'est l'acteur qui joue Sauron dans la série Seigneur des Anneaux. Je dis bien Sauron à la française, hein. Tu vois, William Sauron, quoi. On n'est pas chez Sauron, tel que moi je le prononcerais si je faisais une émission sur le Seigneur des Anneaux. Quoi qu'il en soit, on est sur quoi ? On est sur... en l'occurrence, dans un village paisible de la ville fictive de Evelyn Bay, c'est en Australie, je crois, ou en tout cas en Tasmanie, par là-bas, à l'autre bout, aux antipodes, un meurtre brutal qui secoue la communauté et évidemment, cet événement fait ressurgir des souvenirs douloureux liés à une tempête survenue 15 ans plus tôt. Voilà, donc vous avez le pitch, c'est une série, c'est Netflix, vous savez déjà à quoi ça peut ressembler en termes de production, c'est voilà. On est donc avec Charlie Vickers, comme je disais, qui joue Sauron dans Les Anneaux de Pouvoir, The Ring of Power sur Prime, et on est sur une première saison. Plus près de nous, le même jour, le 6 juin, sort un film, toujours sur Netflix, qui s'appelle KO, et qui met en scène le champion du monde, l'un des champions poids lourds, pas champion du monde, mais l'un des champions poids lourds du circuit MMA, Cyril Gane, qui a le premier rôle, pour la première fois, d'un film, et c'est un film Netflix, où il va jouer un ancien combattant de MMA qui est hanté par la mort accidentelle d'un de ses adversaires et qui va se retrouver à aider la veuve de la personne qu'il avait
tué lors d'un match, qui est aux prises avec la mafia, les gangs, etc. etc. C'est un film coup de poing. Ouais. C'est bien. Et c'est sur Netflix à partir du 6 juin. 6 juin toujours, on passe sur Paramount avec une série pour les amateurs de thrillers psychologiques qui explore les thèmes tels que le traumatisme, l'identité et les secrets familiaux. Pourquoi ? Parce qu'en 6 épisodes, on va suivre une adolescente de 14 ans, Mink Moorman, qui est enlevée. Et 3 ans plus tard, elle réapparaît mystérieusement, portant un tatouage énigmatique en forme d'aile dans le dos. Elle est amnésique, et elle se souvient plus du tout de tous les événements qui sont survenus justement pendant sa disparition. Et alors qu'elle tente de reconstruire sa vie et de comprendre ce qui lui est arrivé, évidemment, son retour, ça bouleverse sa famille et ça attire l'attention des autorités. Et notamment 2 détectives qui enquêtent sur une série de meurtres liés à son cas. Et au fil de l'histoire, on découvre qu'elle est toujours peut-être sous une certaine influence. Et notamment celle d'un curieux personnage qui se fait appeler le Sphinx. Titre de la série, bravo. Bravo. C'est une série d'Europe du Nord, pour information. Donc, ils savent faire le thriller bien opaque, ce genre de choses. Toujours sur Netflix, hein ? Non, là on est chez Paramount+. Paramount, pardon. Et voilà, sinon en vrac, on a la saison 3 de Ginny et Georgia sur Netflix et un documentaire signé David Attenborough sur Disney+ et National Geographic avec L'appel de l'océan. Et ce sera tout pour aujourd'hui au niveau des sorties, mais ce n'est pas comme cela que s'achève notre émission aujourd'hui, puisqu'on l'a dit, hein, Gauthier, tu avais eu la possibilité de faire l'interview originale, tu as pu te poser les questions à Ruben Alves, le créateur de la série Escort Boys. On va aller s'écouter ça. Toute l'équipe d'Originals voulait donc remercier Prime Video pour cette opportunité, et on écoute tout de suite ce petit magnéto monté par Magic Andou. Alors, quelques questions pour cerner l'utilisateur de plateforme que tu es. Ruben, est-ce que tu es prêt ? Ouais. Alors, série, ciné, animé, doc, qu'est-ce qui t'attire en priorité sur les plateformes ? Je pense que peut-être les docs. Je pense qu'il y a des docs qui sont intéressants. Ouais, je dirais peut-être les docs parce que souvent j'ai moins le temps. La série, je me dis s'il y a déjà plusieurs saisons, et je fais oh là là, je vais partir sur un dossier, je me décourage. Et j'adore le cinéma, donc c'est vrai que les films, je préfère aller vivre un moment au cinéma. D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas pour intégrer les plateformes à tes habitudes ? Il y a eu une série, un film qui t'a fait dire là je m'abonne ? Le Covid. Le Covid, tout simplement. Voilà, tout simplement. Parce qu'avant, j'y étais pas. D'ailleurs, est-ce que tu es plutôt nouveauté ou fond de catalogue pour des séances de rattrapage ? Les deux. Les deux ? Franchement, les deux, parce que ça fait du bien de se dire « Ah bah tiens, il est dans ce catalogue-là, ce film-là, je l'ai jamais vu, c'est génial. » Mais après, oui, la petite nouveauté... mais moi, je suis pas trop suiveur, donc tous les gens qui regardent le truc, ils disent « Ouais, c'est génial, faut que tu le vois. » J'aime bien le voir 2 ans après, quand il n'y a pas cette effervescence où d'un coup tout le monde est obligé de voir le truc, tout le monde en parle. Et moi, souvent, j'y vais pas du tout et je le regarde 2 ans après. D'accord, très bien. Est-ce que malgré tes abonnements, tu loues encore des VOD, ça t'arrive ? Non. Non. J'ai jamais loué de VOD, c'est bizarre. Hein. Voilà, parce que alors évidemment, j'ai aussi accès au cinéma. Enfin, je suis votant au César, donc du coup j'ai des liens avec beaucoup de films. Donc généralement, j'ai pas besoin de faire de VOD. Alors, quel est ton rapport au cinéma en salle ou à la télévision depuis que tu as des plateformes ? Encore plus. J'ai encore plus de plaisir. Voilà, encore plus de plaisir d'aller au cinéma, de voir des films et de partager avec des gens autour, même s'ils mangent beaucoup de popcorn. D'accord. Et dernière question, alors, puisqu'on est obligé de décourter un petit peu, est-ce que tu es plutôt serial binger ou consommateur modéré, raisonné ? Alors, modéré, raisonné, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, je suis pas du tout binger. J'adore l'idée de le plaisir dur. Donc moi, quand j'ai une série que j'aime bien, je vois un épisode, j'attends 3-4 jours, je me fais une montée pour le 2e épisode. J'attends un peu comme, et j'aime beaucoup ce système de une fois par semaine avoir un épisode, ce que fait pas mal HBO sur des un peu événements, comme un peu ce que font le cinéma avec un film, voilà. Et parce que encore une fois, ce côté on mâche, on crache,
Donc le côté binge, c'est bon, j'ai vu, tiens, terminé. Moi, j'adore ce plaisir-là de me dire qu'est-ce qui va se passer le prochain épisode, et je me fais un kiff de me laisser du temps, en fait, de faire monter le plaisir. Ruben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Bravo Gauthier, on a quand même une nouvelle interview originale et pas des moindres. Ouais, malheureusement, j'ai pas pu aller jusqu'au bout de l'interview originale parce que vous savez ce que c'est dans ces presse junkets quand l'attaché de presse vous tapote gentiment l'épaule, ça veut dire c'est terminé mon gars, c'est mort, vous pouvez pas négocier une seconde de plus. Mais bon, on a quand même réussi à lui poser cette première question de l'interview originale avec des réponses très convaincantes. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il aurait pu répondre sur quelle est ta passion préférée alors que tu étais sur un événement qui était financé exactement par Amazon Prime. Ça aurait été bien qu'ils disent moi c'est Crunchyroll. Voilà. Parce que j'adore Nicky Larson. Ouais, exactement. Non, mais même on aurait bien aimé savoir son opinion sur les festivals et les prix à remettre aux plateformes. Est-ce qu'il faut que ce soit les mêmes que ceux au cinéma normal ou aux séries? Il y a plein de trucs qu'on aurait bien aimé avoir, mais en tout cas il s'est vraiment très, très gentiment prêté à l'exercice. Ouais, c'est très cool, mais c'est vrai que toujours comment on récompense les séries, je pense que c'est vraiment la première question. C'est peut-être ouais. C'était Original saison 1 épisode 30 avec de vrais extraits de Ruben Alves. On remercie notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien, ainsi que toujours Magic Andou à la production, et il a eu du taf sur cette émission. Ouais, bravo Andou. On se retrouve vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animé et toujours plus de créations originales. Bye bye. Salut.